Qui va nous expliquer comment on peut chaîner des appels asynchrones. Manifestement, il a sa team avec lui. Merci. Allô. Donc, je suis Rajiv et je travaille chez Abil, je suis consultant et je suis en mission chez France Télévisions, je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Donc moi je vais vous parler de comment chaîner les requêtes asynchrones, donc notamment contacter des web services. Donc on a un schéma. Comme ça. Donc on a plusieurs requêtes qui vont s'enchaîner. Imaginons il y a un utilisateur qui doit regarder une vidéo. On doit faire plusieurs validations avant de permettre à l'utilisateur de regarder sa vidéo. Donc ça, c'est le schéma qui décrit le problème. Notre requête pourrait ressembler à ça. Donc là, je ne veux plus parler de l'exemple de la vidéo. Mais on a une requête qui fetch un customer. On utilise un identifiant, donc une chaîne de caractères, et ça va compléter avec un result sur un customer. Donc le result type, c'est comme un optionnel, c'est un enum. Il y a deux cas, success et failure. Donc, si la requête elle aboutit, on a un success qui wrap un customer. Dans le cas où ça a échoué, on a un failure qui va contenir une erreur. Donc, on va commencer par ajouter un alias pour la complétion. Donc, il va ressembler à ça, un request completion qui est générique sur T. Donc, pour nous, T, c'est un result sur customer. Et l'utilisation... Voilà, va ressembler à ça. Fetch customer using ID. Et la complétion, on récupère un result sur un customer. On switch avec du pattern matching. Dans le cas d'un succès, on wrap le customer, on l'utilise. S'il y a une erreur, on gère l'erreur, on l'affiche ou on le log. Là, c'est tout simple. Sauf que notre problème, il est comme ça. On a plusieurs requêtes qui doivent s'enchaîner. Et donc, le code va plutôt ressembler à ça. On fetch un customer. À la complétion, on switch. S'il y a un succès, on continue. On met à jour la carte de crédit. Ensuite, dans cette complétion, on récupère la banque. Et après, en fait, on voulait juste utiliser la banque. Et on a fait tout ça, on a écrit tout ce code, tout ce bruit autour, juste pour injecter un ID pour récupérer une banque. Donc, maintenir ce code, c'est très difficile. On est tous passés par là. Donc, pour commencer, on va rajouter un autre alias qui va s'appeler request. Il sera aussi générique sur T et U. Donc, T, c'est l'entrée qu'on va injecter dans la requête. Et request completion, c'est la complétion, le bloc de complétion de cette requête. Donc, pour notre exemple, fetch customer, T correspond à string et U correspond à result customer dans la complétion. Ça nous permet d'assigner les fonctions, les requêtes dans des variables. Ici, customer request, donc je peux renommer. La fonction s'appelle fetch customer, mais disons, pour que ce soit plus clair, je peux le mettre dans une variable qui va s'appeler customer request. Ou alors, on peut carrément passer le nom de la fonction là où il y a besoin. Deuxième étape, on va définir un custom operator. Alors, si vous cherchez toujours, il est là. Donc, c'est un opérateur qui est générique sur T, U et V. Et il est binaire. Il prend deux requests. Le premier F qui commence avec un T, qui complète avec un result de U. La deuxième requête G commence avec un U et termine avec un result sur V. Donc cet opérateur va permettre de composer ces deux requêtes en une seule et va retourner une requête qui prend un T, donc le T de F, et qui va compléter avec un result de V, celui de la requête G. Donc maintenant l'implémentation. Input correspond à l'entrée de F et combine completion correspond à la complétion de G. Et à l'intérieur, quand on va appliquer cette fonction, il va appliquer F avec l'input. Dans la complétion de F,
il va switcher sur le résultat. Dans le cas d'un succès, il unwrap avec du pattern matching et il enchaîne avec G. Vu qu'il a unwrappé, c'est plus un result de U, c'est de type U. Il passe à G et ensuite G, peu importe comment il termine, il complète, on applique le combine completion qui est typé sur result de V. Dans le cas d'erreur, là c'est un peu bizarre parce que F complète avec un result de U, mais il faut récupérer la valeur, unwrapper, ici. Ensuite, le repackager pour un result de V, ici, qu'on va compléter avec. Il y a juste ça. Alors, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de rendre ça plus lisible, le case de failure. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc si on revient à notre problème, ça c'est le code qu'on avait avant. On ne sait pas ce que fait vraiment le code si on glosse dessus. Donc pour rappel, on veut juste injecter un identifiant et récupérer une banque. Avec le custom operator, on va tout virer, tout le bruit. On va utiliser l'opérateur pour composer ces 3 requêtes dans une seule et l'assigner à une variable. Ici, là, on donne un nom très clair, très, très parlant. Donc, bank using ID. Donc, je vais récupérer une banque en injectant un ID. À l'utilisation, ça donne que ça, bank using ID. Et comme ça va compléter avec un result sur une banque, on peut switcher. Dans le cas d'un succès, on unwrap la banque, on l'utilise. Ici, je log. Dans le cas d'erreur, on définit l'erreur. Et peu importe où ça a échoué, on aura la bonne erreur, la bonne description. Et c'est tout. Si vous avez des questions. Merci Rajiv. Oui. Et ouais, bah vas-y, je peux plus rien. Du coup, pourquoi tu as utilisé un composant genre comme PromiseKey par exemple il y a en fait embarquer chaque requête si vous marquez dans une promise qui permet d'échaîner. J'aime pas trop utiliser les pods. J'ai jamais utilisé, j'utilise jamais, enfin rarement. Le seul que j'ai utilisé, c'est. Merci. C'est Google Maps, parce que je ne peux pas créer Google Maps moi-même, malheureusement. J'ai eu beaucoup de mésaventures avec les pods. SwiftJSON, j'avais utilisé. Swift a changé de version. Moi, j'ai promis à mon client que je vais livrer quelque chose dans 2 semaines. Et je lui ai dit, il y aura la dernière version de Swift et tout ça. SwiftJSON ne marche plus. Du coup, j'ai dû réimplémenter un protocole pour passer du JSON moi-même. Et depuis, j'utilise, mais vraiment quand c'est vraiment imposé par un client, les pods. Parce que j'aurais pu peut-être voir le code de SwiftJSON par exemple, et faire des tweaks, faire des modifs pour le faire marcher. Mais il y a trop de code. Ici, j'ai juste un opérateur. Si on revient, ici, j'ai que ces lignes-là à maintenir. Et mon appli, il marche. J'ai quelques lignes, à peine une dizaine, à maintenir, donc c'est plus facile pour moi, je comprends mieux et je possède ce code. Ça, c'est la raison. Moi, du coup, je retourne la question, c'est pourquoi on voudrait utiliser autre chose que ça? Parce que finalement, ce qui est magistral dans ton approche, merci. Vraiment pas. Là, on a moins de code que dans l'autre partie. Justement. Ce que je trouve génial, j'adore ce genre de refacto, parce que ce qui se passe, c'est que tu as vraiment extrait le code métier. C'est super bien fait, avec un bel usage Merci. Non, c'était les deux. Ouais, parce que on se perd s'il y a trop de code. Donc une question? Ah si, du coup, ça m'amène à une question, c'est de ton expérience, quand un débutant il arrive sur du code là-dessus, parce que tu l'as très bien expliqué, mais il faut s'accrocher quand même. Alors, c'était rapide, je sais pas, un débutant en Swift, il débarque là-dessus, genre il te fait triper, quoi. Merci. C'est caché dans un code, tu vois, il pense que c'est magique. Ouais. Non, mais ok. J'ai aussi un article qui parle de ça sur Medium. Je peux partager le lien, je ne l'ai pas en tête. J'ai fait un Bitly, mais je l'ai oublié, qui décrit toutes les étapes, comment j'arrive à ce résultat. Donc, c'est documenté. Et même mon code, il est très documenté. Hein.
Là, il n'y a pas. Mais dans le projet, c'est bien documenté. Pourquoi j'ai fait ça? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que ça va abstraire? Tout ça. Si tu as une erreur dans une de tes fonctions dépendantes, par exemple, ou un truc comme ça, Mhm. ça ne fait pas une stack trace impossible à débugger, comme justement avec des trucs comme ProISKit ou pas? S'il y a une erreur à l'exécution? Ouais, l'exécution, ouais. Non, parce que. Enfin, ça dépend comment. Ça s'affiche bien en Xcode ou en debugger, y a pas de souci. Tu retrouves bien l'erreur ou... Ouais, on peut rendre plus spécifique l'erreur. Là, c'est juste. Mon result, il est typé sur un T, résulte ou peu importe. L'erreur, c'est juste le protocole erreur. Donc, je peux mettre n'importe quoi. Si je veux, je peux personnaliser une structure qui adopte le protocole, qui va bien décrire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si ça va échouer, on peut inspecter cette erreur. Non, mais si tu breakpoint, c'est un breakpoint Ah oui. dans le code, la stack trace, est-ce qu'elle est pire que dans le code d'avant? Là, je peux pas dire. Je vais pas essayer, mais peut-être on peut discuter. J'ai un playground même sur l'article, il y a un playground. On peut tester tout ça. Ou sinon, après, si quelqu'un est intéressé, on peut voir ensemble. Comment tu fais quand tu veux chaîner des requêtes comme ça? Sauf que tu dois rajouter, ingénier du code complètement suivant des requêtes par un intermédiaire de fonction. J'ai pas compris. Donc typiquement, là, tu fais 3 requêtes. Ouais. Tu as une requête, tu veux faire une action sur cette requête-là, Mettre à jour le UI, par exemple. par exemple. Ouais. J'ai aussi un exemple dans le playground. Mais brièvement, une requête, elle n'est pas compliquée à mettre en place. Ici, elle prend un type T et elle complète avec U. Disons, je veux faire une mise à jour de la UI. Ce que je veux récupérer au début, je l'utilise, j'appelle une fonction. Donc, je crée une requête, une variable request, qui va prendre le type T. Il va appeler la fonction pour mettre à jour la UI. Il va faire la complétion. Il ne touche pas à l'objet, il ne fait pas de requête. Il prend juste la complétion. Il repasse le même objet qu'il a reçu en entrée. Et donc, il va output ce même result. Et du coup, la prochaine fonction qui attend le type, qui n'a pas changé, il peut consommer cet objet, ce résultat, pour continuer avec la suite. Je ne sais pas si c'est clair. Pareil comme Mathieu, bravo, c'est très bien. Merci. En fait, c'est pas forcément request, quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ce qui est asynchrone. Et t'as regardé parce que nous on avait un truc un peu comme ça et on a fait l'erreur de diguer dans les dispatchs sémaphores. C'est un truc en gros pour dire je veux bloquer un processus asynchrone, je veux le bloquer le temps qu'il soit fini. Alors, Et j'ai vu ça. là, en fait, juste dans le code, tu vas avoir tous tes blocs. Mhm. Et à chaque fois, tu entres dans un dispatch group par exemple et tu bloques le thread tant que c'est pas fini, le async quoi. Mhm. Après, tu continues, tu bloques, tu continues. Je sais pas si J'ai fait quelque chose comme ça avec NS Operation, où il y a des dépendances. Donc j'attends qu'une opération termine ensuite pour enchaîner. Je trouve ça plus lisible, plus clair, plus parlant. Mais je n'ai pas exploré avec ce que je suis en train de dire. Ce que je voulais dire, c'est à ton avis, est-ce que. Est-ce qu'il y a des cas où, genre, parce que ça me paraît assez clair, assez simple, assez cool à utiliser, où non, tu pourrais pas le faire, parce que par exemple, tu voudrais switcher de thread, là, tu peux pas forcément le décider toi, des trucs comme ça, parce que là, c'est pas toi qui va appeler la prochaine action, Ouais. c'est ton code Mhm. qui nécessairement appelle la prochaine action sur le thread courant, quoi. Mhm. Et si tu devais switcher de thread, tu pourrais pas le faire, par exemple. Là, j'utilise un opérateur custom. Peut-être j'aurais pu partir sur une fonction qui prend deux requests, un queue pour chaque request par exemple, et mettre la logique là-bas. Peut-être ça aussi. Ça. D'autres questions? Non? C'est bon, merci. Merci. Il y avait une jolie transition entre ces deux talks sur la propagation des erreurs. Il y a des gens qui font du RX aussi pour